Bonsoir à tous. Voilà, notre maître technicien a géré tout ça. Comme je disais, cette réunion a pour but déjà de présenter un peu le club qui est tout à fait nouveau sur la plateforme, qui est un club uniquement ULM, et c'est le seul d'ailleurs de toute la plateforme, parce que le reste, c'est des clubs mitigés avion ULM. Ça, c'est la première chose. Donc, pour se présenter, pour faire voir que on vit, voilà, tout simplement, et qu'on vit tant auprès de la tour de contrôle, qui nous voit passer tous les jours, ou quasiment, enfin on l'espère, le plus souvent possible, et tant auprès de l'Audace, qui est l'association de défense des usagers de la plateforme, et qui, elle, nous, comment dirais-je, nous défend sur tout le circuit. Donc, Dominique vous expliquera ça, Dominique Dumerval vous expliquera ça. Voilà. Alors, pourquoi cette réunion? C'est déjà ça. Le deuxième point, c'est que on a remarqué, en tant qu'instructeur, on remarque quand même qu'il y a des petits soucis de temps en temps, des gens qui suivent le circuit, des gens qui ne suivent pas le circuit, des gens qui ont des petits soucis d'intégration, etc. Donc là, il ne s'agit pas de jeter l'opprobre à Pierre, Paul, Jacques. Tout le monde fait une erreur. J'en ai fait, j'en ferai. Il y a deux types de pilotes. Il y a ceux qui ont fait des erreurs, ceux qui vont en faire. Et quand on l'a fait, ça veut dire que de toute façon, on en refera. Voilà. Donc, au minimum, on va chercher la parole des gens du métier. Et les gens du métier, dans ce cas-là, c'est les gens de la tour de contrôle. Donc, pour moi, ça me paraît essentiel parce que ce sont des questions de sécurité. Quand je dis sécurité, c'est-à-dire que c'est l'abordage en vol, c'est des problèmes d'accidentologie que l'on pourrait avoir. Il y en a déjà eu, il faut le savoir sur la plateforme, José vous le dira. Donc, il faut être très, très, très vigilant. Et c'est le rôle du commandant de bord, c'est le rôle du pilote que de dire « je suis là, je vais faire ça, je me situe là ». Donc, bien se spatialiser et également de faire attention à l'abordage de son aéronef parce que malheureusement, il y a toujours des cas non conformes. Voilà. Donc, après cette brève introduction, je ne veux pas être plus long. Je vais passer la parole à José, qui va nous en dire un peu plus sur tout ça. José, je te passe la parole. Oui, bonsoir tout le monde, vous m'entendez? Oui. Oui. Ok, parfait. Donc, écoutez, je suis content de pouvoir participer à ce type de réunion. Vous savez que 2 fois par an, j'organise une réunion sécurité des vols où on essaye de refaire alors, ce mois de juin. Là, la prochaine aura lieu, c'est généralement le premier vendredi du mois de juin et la deuxième, c'est le premier vendredi du mois de décembre. On fait une analyse rapide des événements survenus lors des 6 derniers mois et c'est l'occasion d'échanger. Et les gens qui veulent donner leur ressenti sur l'événement qu'ils ont vécu, eux, à bord, ont la possibilité de venir le faire. Et donc, je profite à cette occasion, puisque vous êtes un nouveau club avec de nouveaux adhérents, de bien se souvenir que cette réunion existe et vous y êtes tous cordialement invités. Le problème à ce jour, c'est la salle pour réunir autant de monde, mais j'ai généralement les chefs pilotes qui sont là, certains présidents de club et parfois certains pilotes que j'ai invités et qui ont eu sur les 6 derniers mois un événement particulier et qui viennent voir un peu comment est faite l'analyse. Bon, ça c'était un premier point pour la sécurité. Deuxième point, on est un aérodrome contrôlé, vous le savez, ça paraît bénin, mais malgré tout, ça implique tout un tas de choses, sauf que la particularité de Chavenay, comme beaucoup d'aérodromes en région parisienne, sur l'aérodrome de Chavenay, on a à peu près 140 avions, 1300 pilotes. 140 avions, 1300 pilotes, ça veut dire que si tout le monde se met en l'air en même temps, on va avoir une saturation de fréquence très rapide et que malheureusement, par rapport à nos collègues qui font de l'IFR, nous, on n'a pas de prévision de vol, on n'a pas de moyens d'aide à la décision. En fait, c'est l'expertise de chaque contrôleur qui va permettre à un moment donné de se dire il va falloir mettre des régulations où on a trop, la fréquence est trop saturée, ce qui n'est pas facile. Donc, je dirais que le travail de tous les jours, et puis vous voyez qu'en ce moment, on a beaucoup d'auto-info,
c'est que malheureusement, les gens qui sont là apprennent une façon de travailler et surtout une certaine dextérité au micro, mais malheureusement, ils ne restent pas longtemps parce que petit à petit, ils aspirent tous à aller voir des centres plus importants. Il y en a certains d'ailleurs qui sont à Roissy aujourd'hui, que j'ai formés à Chavenay, parce qu'il y a du radar, parce qu'il y a des procédures IFR. Bon, tout ceci pour vous dire qu'on est quand même une bonne école de contrôle et que notre rôle ici, c'est de rendre un service public, je rappelle bien, un service public de qualité et, si possible, d'essayer d'avoir de bonnes relations. L'objectif pour nous, c'est de montrer le bien fondé de la règle. Voilà. La règle, on ne l'applique pas forcément à la lettre, mais on applique ici à Chavenay l'esprit. L'esprit parce que vous êtes beaucoup de pilotes en formation et que l'esprit suffit bien souvent. Il y a beaucoup de gens qui s'appliquent à avoir une phraséologie adaptée, c'est très bien, mais ça ne suffit pas, quoi. Donc, l'objectif de mon intervention aujourd'hui, c'est de vous expliquer les points importants, ce qu'il faut que vous reteniez. Alors, bon, vous êtes vous faites de la formation aussi, mais il y a beaucoup d'intervenantes qui viennent de l'extérieur, hein, je crois comprendre, dans votre club. Et donc, du coup, vous découvrez, tout en étant pilote, une nouvelle structure, un nouvel aérodrome avec ses contraintes. Bon, les contraintes, vous les avez un petit peu sous les yeux. Donc, une RMZ qui a permis, depuis 2 ans, de se protéger un petit peu vis-à-vis des nombreux transits qui, jusqu'à présent, ne contactaient pas, passaient là à des altitudes à la hauteur des circuits, sans contact radio. Et souvent, c'est les pilotes qui nous prévenaient. Et on a eu quelques airprox. Malheureusement, l'airprox en VFR, ça ne va pas très loin. Mais ce qui était à craindre, c'était effectivement l'abordage. Depuis que cette RMZ existe, nous avons beaucoup moins d'appels parce que les gens, pour ne pas appeler, ils ont compris ce que c'était qu'une RMZ. Ils passent autour sans nous appeler. Ceci m'amène, alors je ne vais pas parler de suite du roulage puisque je suis sur la RMZ, ceci m'amène à parler des problèmes d'intégration et d'utilisation de la seule fréquence tour que nous ayons. Ça veut dire que, en fait, lorsque vous allez arriver, vous êtes en classe Golf et que tant que, même les circuits sont en classe Golf, mais tant que vous ne nous avez pas appelé, nous, on va vous faire, enfin, dès le premier contact plutôt, pardon, on va vous faire de l'info de vol sur les appareils que l'on connaît, mais malheureusement, il y en a beaucoup, et vous avez entendu tout à l'heure que je vous disais qu'il y avait beaucoup de transits qui passaient donc au nord, beaucoup de transits qui font du nord-sud, beaucoup de transits qui font du ouest-est, et parfois quelques-uns sur autorisation qui font de la verticale. Lorsque vous arrivez, on peut vous faire quelques infos de vol, mais pas des infos de trafic, hein, parce que ce sont des avions que nous n'avons pas encore en contact. Et les avions dont on vous fera l'information seront généralement des avions qui, comme vous, vont venir dans le circuit ou vont sortir du circuit de Chavenay. La particularité à Chavenay et ce qu'on veut éviter par rapport à Toussus, par exemple, ceux qui connaissent Toussus, c'est qu'on privilégie les arrivées multisecteurs et les départs multisecteurs. On essaye d'éviter, on n'a pas de point d'entrée dans les circuits spécifiques. On essaye, en fonction de votre lieu d'arrivée ou de votre navigation, de vous prendre en fonction de là où vous arrivez. Et après, effectivement, le seul point de convergence va être le début de vente arrière ou, si l'on peut, le milieu de vente arrière ou étape de base directe en fonction de votre demande. Le premier contact radio, et ça c'est très important, va nous permettre de vous donner, vous avez déjà pris la TIS. Alors ça c'est quelque chose de hyper important, que ce soit au sol ou en l'air, la TIS va vous donner déjà tout un tas d'informations qui nous évite, que l'on ne retransmettra pas à la radio, vu le taux d'occupation de fréquence que nous avons à Chavenay. Donc vous avez des informations primordiales comme celle du QFU en service, qui doit vous donner déjà une préorientation pour arriver dans le circuit et vous préparer à des vitesses aussi. Donc ça, on l'observe, certains, la machine arrive, mais le pilote n'est pas encore là, quoi, hein. Et ça, c'est le gros défaut qu'on a à Chavenay au vu de, je dirais, du peu
d'expérience et surtout d'heures de vol, c'est que ben là, on le voit en ce moment, hein, après l'hiver qu'on a eu, souvent les pilotes sont derrière la machine et tout ce qui est en préparation d'intégration n'a pas été fait, quoi. Donc effectivement, le premier contact fait doit nous servir de vous donner le maximum d'informations et surtout de vous demander de rappeler à un point caractéristique qui est, et ça on est peut-être un des seuls en région parisienne à le faire, qui est les 30 secondes du début d'intégration de la piste en service. Donc généralement c'est le début de vente-arrière et on vous demande de rappeler à 30 secondes du début de vente-arrière ou d'une éventuelle base du QFU en service. Pourquoi ces 30 secondes? Et pourquoi il faut que vous appreniez à les respecter? Alors, ces 30 secondes, pour information, correspondent sensiblement à l'entrée de la RMZ. D'ailleurs, cette RMZ, vous voyez qu'elle est, elle est quasiment collée au circuit parce qu'en fait, on a essayé de calculer une vitesse moyenne, de prendre 30 secondes de vol et de se mettre cette protection radio qui fait que les gens qui veulent passer au-delà n'interfèrent pas avec nos circuits. En revanche, ça veut dire que le pilote doit nous appeler légèrement avant cette RMZ. Pourquoi? Parce que nous allons prendre visuel. Bon, pour l'instant, on n'a pas de radar, mais même quand on aura un radar, on ne pourra pas regarder systématiquement parce que notre responsabilité reste à la séparation sur piste. Mais ça nous permettra au moins d'acquérir le visuel aux jumelles pour vous dire à l'endroit où vous arrivez si l'intégration est possible ou pas. D'accord? Donc, à 30 secondes de vol, vous êtes en dehors des circuits, vous ne faites pas encore partie de la circulation d'aérodrome. Et donc, du coup, vous n'avez pas de clairance pour intégrer. On vous a demandé de rappeler à 30 secondes. Dès qu'on a visuel, on va vous demander soit de rappeler visuel d'un appareil qui est déjà soit en étape de base, soit en vente arrière, pour vous intégrer. OK? Si ce n'est pas possible parce qu'il y a trop d'avions dans le circuit, il va falloir rester en local. Souvent, c'est ce qu'on va vous dire. Maintenir local. On vous rappelle, trop d'avions dans le circuit. La première erreur qu'on rencontre souvent, c'est que lorsqu'on demande à des appareils de rappeler à 30 secondes du début de vente arrière, certains n'intègrent pas directement les 30 secondes et eux, dans leur tête, ils se disent « Ok, je suis autorisé à rentrer en début de vente arrière ». Il faut bien écouter, les 30 secondes, ce n'est pas le début de vente arrière. Je rappelle que les 30 secondes, c'est pour se faire une idée de votre position et de la possibilité d'intégrer ou pas la circulation d'aérodrome et donc de pénétrer dans le circuit d'aérodrome. Et ça, il n'y a que le contrôleur qui peut voir exactement la position en vous donnant, si c'est un peu juste, la position de l'appareil qu'il faudra éviter ou sur lequel vous allez prendre référence pour vous intégrer et donc avoir les vitesses aussi adaptées. Je parle de vitesse parce qu'il fut un temps, c'était quand même un point important au niveau déjà environnement. On n'arrive pas plein badin à Chavenay. On essaye d'arriver à une vitesse qui correspond à une vitesse globale de... Bon, alors vous n'avez que des ULM, hein. Donc effectivement, c'est peut-être pas trop votre souci, mais on demande à tous les appareils d'intégrer des vitesses moyennes pour que l'intégration se passe le mieux possible. Donc, une fois que vous avez cette clairance, vous êtes donc autorisé à pénétrer. Vous confirmez cette intégration et surtout, vous rappelez visuel de l'appareil si on vous a demandé de rappeler visuel. Et surtout aussi, si vous n'avez pas visuel de l'appareil qu'on vous a annoncé soit en étape de base, soit en vente arrière, vous l'annoncez. Ça permet quand même de refaire un point sur la position des appareils. Donc, la première étape qu'il ne faut pas louper, et souvent c'est là où ça pêche, c'est effectivement cette intégration. L'intégration est obligatoirement soumise à autorisation du contrôle. Voilà. Donc ça, c'est clair. Et donc, pour ça, il faut appeler un peu avant pour que vous puissiez avoir cette clairance et les infos de trafic. La clairance s'accompagne systématiquement de l'info de trafic, c'est-à-dire l'appareil sur lequel vous devez assurer votre séparation. Et c'est l'avion que nous, on considère le plus gênant pour vous. Voilà. Une fois que vous intégrez le circuit,
on va vous donner, et une fois, juste quand vous serez en vente arrière, c'est à ce moment-là qu'on vous donnera un numéro d'ordre à l'atterrissage. Pour vous, les ULM, normalement, ça ne pose pas de problème. Les problèmes de vitesse, lorsque on les rencontre en vente arrière, il n'est pas autorisé de doubler un autre appareil sans clairance. C'est-à-dire que si le contrôleur s'aperçoit, mais parfois on ne s'en aperçoit pas, hein, on a tout un tas d'endroits à vérifier, notamment la finale, et on observe parfois qu'il y a des avions qui vont plus vite et qui ne régulent pas du tout et qui sont à même de doubler. Alors, ce qu'on est amené à faire, et Vincent pourra me contredire si parfois ça ne se passe pas exactement comme ça, mais ce qu'on est amené à faire, c'est à faire sortir l'appareil qui n'a pas prévu, qui n'annonce pas, qui n'arrive pas à réguler, le faire sortir du circuit, ou alors, en fonction si c'est un solo, on le fait doubler franchement et on annonce à l'appareil qui est doublé par où il est doublé, généralement par l'extérieur, hein, on ne le fait pas doubler par l'intérieur. Et voilà. Donc ça, c'est des problèmes de vitesse, mais en ce qui vous concerne, vous, au club, ce n'est pas un problème qui vous intéresse directement. Ensuite, à l'atterrissage, effectivement, l'atterrissage, on s'aperçoit aussi que souvent, les appareils en général ne se séparent pas pour avoir la distance nécessaire et que donc parfois on est obligé de faire remettre les gaz, ce qui, en fonction de l'intention du pilote, va contribuer à resaturer le circuit, notamment lorsque vous avez prévu de faire un atterrissage complet. Donc effectivement, lorsque vous faites un atterrissage complet, ça demande un petit peu de pré-régule dans le circuit pour que vous ayez au moins la distance d'atterrissage nécessaire pour que vous ayez la piste pour vous, quoi, hein. Donc c'est bien la règle, un avion sur la piste et tant que la piste n'est pas libre, on ne peut pas poser ou on ne peut pas faire décoller un appareil, quoi. Donc ça, c'est la même règle, c'est la règle générale de séparation sur piste qu'on utilise à Chevenay. Donc voilà, une fois que, au départ, est-ce qu'il y a des questions là-dessus déjà sur l'intégration? Est-ce qu'il y a des points qui vous ont paru jusqu'à maintenant un peu difficiles? J'ai une question sur l'intégration. Oui. Alors, imaginons que la fréquence soit prise parce qu'il y a déjà des communications et qu'on commence à arriver au-dessus de l'incinérateur. Les options, c'est on fait quoi? On fait les 360 d'attente, par exemple, avant que la fréquence se libère? Surtout pas des 360. Hein, d'ailleurs, on vous demandera jamais de faire un 360. 360 reste une manœuvre assez dangereuse, surtout dans ces points-là. Je vous ai dit tout à l'heure, quasiment en introduction, qu'il y avait beaucoup de transit et qui n'appelaient pas. Je me souviens qu'il y a un pilote d'un aéroclub qui avait dit mais je viens de croiser un avion de très près. Effectivement, lorsque vous êtes au nord et que vous avez toutes les arrivées de Saint-Cyr qui arrivent donc sur la A13 là, hein, qui vont intégrer sur les serres de Noisy, effectivement vous avez du monde, quoi. Vous avez aussi des hélicos là. Donc en fait il faut repartir doucement, repartir vers le nord, refaire et puis rappeler généralement à 30 secondes de nouveau pour intégrer, quoi. Si vous faites un 360 là, je crois que c'est pas Xavier, c'était qui? Non, on a eu un instructeur un jour qui nous a ramené une vidéo. Il faisait un baptême de l'air avec un gamin qui se filmait dans l'avion. Et lorsqu'il a montré sa vidéo, on a vu sortir derrière l'avion un appareil qui a fait un évitement d'urgence et c'est passé à quelques mètres, quoi, hein. Donc, effectivement, dans le circuit, au nord du circuit de Chavenay, vous avez beaucoup, beaucoup d'avions, quoi. Donc, tout ceci, ça veut dire que effectivement, lorsque vous allez arriver, ça se prépare, que vous n'arrivez pas plein pot, que vous avez déjà réduit la vitesse et qu'effectivement, dès que vous allez arriver à 30 secondes, le contrôleur qui vous attend va essayer de vous intégrer, ou sinon, vous vous préparez à repartir faire un petit local. Mais quand je dis un petit local, c'est vraiment un petit local, mais pas de 360, quoi. Le 360 peut être très dangereux, quoi. Je me permets de compléter la question parce qu'il se trouve que j'ai connu la situation il n'y a pas 3 heures. Effectivement, j'étais arrivé par l'incinérateur, donc on m'a proposé une base main gauche, c'était sur la 05, que j'ai accepté évidemment. Enfin, que j'ai accepté avec plaisir. Et on m'a demandé de rappeler à 30 secondes du début de base.
quand j'ai voulu rappeler à 30 secondes du début de base, il y avait beaucoup de trafic, c'était vers 18h, tout le monde était en train de rentrer. Ouais. Donc évidemment, impossible de passer mon message. Et on m'a demandé de faire un 360. Donc c'est vrai que c'est compliqué parce que je ne sais pas quelle est la question, c'est qu'est-ce qui est prioritaire à partir du moment où on vous donne une clairance, enfin une clairance, ça n'en est pas une, en tout cas qu'on vous propose une base main droite ce qui veut dire que c'est une intégration rapide parce qu'en fait on comprend bien qu'on s'intègre entre deux avions, un qui est en vente arrière et l'autre qui est en finale, mais si on n'arrive pas à passer le message, cette intégration rapide finalement elle Exactement. Donc, c'est pas parce qu'on vous propose une étape de base, on vous la propose parce qu'on pense qu'au moment où ça devrait pouvoir passer, en fonction de là où vous arrivez, si vous arrivez du côté incinérateur, on peut, mais à un moment donné, si vous n'arrivez pas à passer de message et tout, il faut surtout pas intégrer sans clairance. D'accord, donc ça veut dire que très concrètement, je ne sais pas si tout le monde voit mon écran, Voilà. donc l'incinérateur il est là. L'incinérateur, c'est exactement la butée de la RNZ. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, on fait les 30 secondes, ils sont quasiment à l'incinérateur en réalité. Ah oui, oui, l'incinérateur, c'est quasiment 30 secondes. Ouais. Voilà. Donc, on est sur l'incinérateur, on n'arrive pas à placer le message, comme on ne peut pas s'arrêter en plein vol quand même. Ah, oui, non, mais je sais bien. Hein. C'est le problème de notre circuit, je vous ai dit tout à l'heure. Hein, bon, là encore aujourd'hui, je ne sais pas combien de mouvements on a fait, mais donc tous les après-midi en ce moment, il y a un peu plus de trafic. Le matin, il n'y a pas grand-chose. Mais effectivement, vous allez voir, et notamment les week-ends chargés, voilà, qu'on ne peut pas intégrer, même si le contrôleur essaye d'évaluer et d'accélérer en vous faisant passer par, puisque vous arrivez par l'incinérateur pour une étape de base, sauf qu'à un moment donné, la rigueur de la radio, parce que bon, tout le monde n'a pas la même rigueur à la radio, hein, il y a beaucoup de gens qui apprennent, et donc du coup, parfois, ça passera pas. Ça passera pas parce que vous n'avez pas le temps d'appeler et que la fréquence est saturée, et donc là, du coup, effectivement, mais il faut surtout pas rentrer, quoi. Donc là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je fais? En fonction, parce que vous avez écouté la fréquence avant, vous savez à peu près combien il y a d'avions dans le circuit. Vous ne découvrez pas à ce moment-là qu'il y a beaucoup d'avions dans le circuit, vous le savez déjà. Donc en fait, ce que le contrôleur vous a proposé, malheureusement, ça ne va pas pouvoir se faire. Et dès que vous allez pouvoir rentrer ou rappeler à la fréquence, je pense qu'il est... Il ne faut pas s'amuser à faire des 360 à cet endroit-là. Il faut repartir pour aller prendre une intégration début de vente arrière 23 et l'annoncer dès que vous pouvez. Quoi. Parce que là, si vous faites des 360, vous risquez d'être à la fois gênant et à la fois vous allez rencontrer du monde parce que là, vous allez avoir des transits nord-sud qui ne sont pas tenus de nous appeler. Quoi, hein. D'accord, donc si je comprends bien ce que vous nous dites, et après j'arrête là, on repart plutôt vers le nord pour revenir en contournant ici, je ne sais plus ce que c'est, doit être Chennai justement, en contournant pour revenir en début de vente arrière. C'est ça l'idéal? L'idéal, c'est ça, oui. C'est-à-dire qu'après, si le contrôleur, au pire, peut, au lieu d'aller carrément en début de vente arrière, vous faire aller milieu de vente arrière, parce que du coup, de toute façon, si vous n'avez pas pu en placer une, c'est qu'il y avait du monde. Hein. Et donc, du coup, peut-être qu'au lieu de faire une étape de base direct main gauche en 0,5, vous allez faire une branche, un milieu de branche vente arrière en faisant le tour de la ferme, par exemple. D'accord. Généralement, les contrôleurs, c'est ce qu'ils vont vous dire souvent aussi, hein, c'est que quand vous allez arriver là et qu'il y a du monde en vente arrière, ils vont vous dire, vous contournez la ferme par la gauche, rappelez le visuel de l'appareil qui est en vente arrière. Une fois que vous avez le visuel de l'appareil qui est en vente arrière, ils vont vous faire, et là, ils vont vous dire, OK, vous intégrez la branche vente arrière derrière cet appareil. Et ça, c'est quand vous avez le contact radio. Quand vous avez plus de... Malheureusement, la fréquence est saturée. Il ne faut surtout pas venir Parce que certains, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ce n'est pas l'avion qui pilote, hein, c'est vous. Donc, il ne faut pas, parce que l'avion il va tout droit, qu'il faut continuer à y aller. Quoi, hein. Tant que vous n'avez pas de clairance, vous ne pouvez pas rentrer. Quoi. Alors, après, l'idéal, moi, je suis contre le 360 parce que
dans ma carrière, ça fait plusieurs morts. Hein. Donc, du coup, ben voilà, quoi, c'est quelque chose qu'on m'a appris à ne pas faire et à ne pas faire faire surtout. Et du coup, et même pour vous, ces endroits-là, c'est très dangereux de faire un 360 parce que vous allez perdre visuel d'un profil de vol, d'autres appareils qui s'approchent de vous. Et en plus, en fonction de comment vous allez virer, on vous verra aussi moins bien, quoi. Donc après, ça, je dirais que c'est de la responsabilité pilote, hein, mais pour fluidifier tout ça, je pense qu'effectivement, il faut que vous ayez connaissance de cette procédure en remontant la ferme de Grignan, ou alors vous repartez vers l'ouest pour refaire une intégration. Mais l'objectif, c'était d'aller plus vite pour vous intégrer en étape de base main gauche 0,5. Si c'est loupé et que vous êtes obligé de repartir, autant vouloir intégrer en milieu de vente arrière, voire de nouveau en début de vente arrière. Et quand vous allez rappeler le contrôleur, il va vous demander de rappeler à 30 secondes du début de vente arrière, piste 0,5, par exemple. Est-ce que je peux intervenir si vous m'entendez? Oui. Ouais, Vincent, vas-y. Bonjour à tous, c'est Vincent, le contrôleur aérien. Oui. Pour évoquer le cas que tu évoques, là, l'arrivée du générateur, je rajouterais quand même que je comprends la problématique du 360 qui peut avoir son caractère un peu dangereux, comme tu l'évoques. Toutefois, on aimera bien garder un avion qui a une cohérence de trajectoire par rapport à son secteur d'arrivée et par rapport au point où on va le chercher. D'autant plus que nous n'avons pas d'écran radar pour surveiller les mouvements d'avions qui seraient un peu éloignés. Je comprends la problématique du 360 que tu estimes un peu dangereuse. Toutefois, je pense qu'il sera quand même mieux pour l'appareil qui arrive secteur sud-ouest, à qui on dit de maintenir le secteur local parce qu'on ne peut pas l'intégrer directement en base main gauche, de rester dans un secteur quand même sud-ouest, sauf s'il reçoit la consigne du contrôle de contourner ferme par l'ouest, route au nord, avec une nouvelle information de trafic. Oui, ça me paraît tout à fait évident. Et puis, lorsqu'on a de la radio, il n'y a pas de souci. Sauf que dans le cas précis, la question c'était, je ne peux pas en placer une et mon avion il avance. Qu'est-ce que je fais, quoi? Donc, comme il n'a pas de clairance pour rester dans le secteur sud-ouest, parce que ça, effectivement, rester dans le secteur sud-ouest, le contrôleur pourra vous dire si ça passe pas. Donc là, effectivement, lui, pour des cohérences de circuit, il va vous dire, OK, maintenez-la, ça m'arrange parce qu'après, on va vous faire rentrer. Le fait de repartir, comme je vous disais tout à l'heure, hein, ce que vient de dire Vincent, c'est que si le contrôleur il s'aperçoit qu'à ce moment-là, ça passe plus, c'est lui qui va vous dire de repartir vers le nord, de contourner la ferme et de passer, voilà. Ne le faites pas de votre initiative parce que ça va nous perdre et on va commencer à vous prévoir à un endroit, vous faire des informations de trafic qui n'auront du coup plus de pertinence puisque vous ne serez plus à cet endroit-là. Donc pensez vraiment que vous avez la chance d'être sur un terrain contrôlé. Pensez à respecter et à suivre à la lettre les instructions. C'est-à-dire que si vous arrivez du sud-ouest, qu'on vous dit de maintenir le secteur local, vous maintenez le local sud-ouest. Voilà, vous n'allez pas chercher plus loin, n'allez pas chercher à rejoindre un début de vente arrière sans qu'on vous en ait parlé. S'il faut, ça passe pas parce qu'il y a juste un appareil qui est en fin de vente arrière et qui vous empêche d'intégrer un début de base. Et s'il faut, à la fin d'un petit retardement de la manœuvre de votre choix, évidemment, le 360 paraît le plus simple. Et, enfin bon, c'est à vous, commandant de bord, de vous adapter sur ce pilotage machine. Mais s'il faut, votre place est 20 secondes après l'appareil pour une intégration en base main gauche, quoi. Est-ce que je peux prendre la parole? Attends, juste, et puis après je te la laisse, Xavier. Non, le souci, c'est que précisément, on est dans une situation où nous n'avons pas le contact avec la tour. Donc, si vous voulez, quand on est dans cette situation où on essaye de dire que nous arrivons à 30 secondes du début de base main gauche, et que précisément, il y a 5 messages qui passent avant nous, et donc les 30 secondes, ils sont largement écoulés, parce qu'un message, ça va durer, je ne sais pas, une vingtaine de secondes, deuxième message, 20 secondes, troisième message, 20 secondes, et on est déjà à la minute. Oui, tout à fait. Voilà, donc il faudrait qu'effectivement, vous nous dosiez, dans cette situation où nous n'avons pas le contact avec la tour, donc, vous agissez comme si c'était un refus. Ouais, vous agissez comme si c'était un refus clairant, c'est qu'il n'y avait pas votre place. Qu'il y ait la place matériellement ou pas de vous intégrer ne change rien. Si vous n'avez pas la possibilité de rappeler au point de report, c'est comme en IFR au final. Vous avez s'il y a au prochain report, si l'avion n'a pas d'autres contacts, il maintient ce point-là.
Donc vous, il n'y a pas un point physique déterminé au sol, puisqu'il n'y a pas de point d'entrée ou de sortie, mais vous maintenez un secteur, tout simplement. Oui, je peux reprendre la parole. Donc, quand on maintient un secteur, on dit on va faire un 360. Il est bien entendu que le 360 ne se fait pas sur la tranche. Le 360 se fait tranquillement, avec 20 degrés d'inclinaison. C'est des grands cercles qui permettent de voir loin ce qui se passe. Et bien évidemment, quand on va commencer sur son virage, c'est sécurité, on regarde, il n'y a rien et j'y vais tranquillement, d'autant plus qu'effectivement dans le secteur sud-ouest, on a quand même aussi beaucoup de trafic et de rentrées qui viennent. Et dans le secteur nord, comme le disait José à juste titre, qui est certainement le plus dangereux du secteur du reste, c'est les sorties et les entrées de Saint-Cyr. Voilà. Sachez également que sur le secteur sud-ouest, il y a des entrées et des sorties de Saint-Cyr. Donc il faut être très vigilant de ce côté-là. Donc les virages, si vous faites des virages à 360, avant de vous mettre en virage, c'est systématiquement le coup de la sécurité. Et le virage à 360 sur la tranche, on ne le fait pas. Ou alors il faut être vraiment sûr qu'il n'y a rien. Voilà. Mais ça, j'y crois pas beaucoup. Donc en général, on va faire des virages qui vont être des virages plutôt lents, plutôt à faible inclinaison, et on va tourner tranquillement, tranquillement. Et effectivement, il ne faut pas rester trop loin du point d'entrée parce que comment dirais-je, en surveillant bien sûr la sécurité, voir et être vu. Le rôle du commandant de bord, c'est ça, c'est voir, être vu, prévenir l'abordage. D'accord? Même si on a un contrôle, c'est quand même la responsabilité du commandant de bord, elle est pleine de ce côté-là. Il n'y a que lui qui peut le faire. Donc il faut bien en être conscient. Donc ces 360 ne sont pas des virages sur la tranche, ce sont des virages à 20 degrés d'inclinaison max et où on assure complètement sa sécurité. Et c'est vrai que si on n'est pas trop loin du point d'entrée, ça peut faciliter le travail du contrôleur qui va pouvoir vous réintégrer derrière. Voilà. Je te repasse la parole, José. Tout à fait, tout à fait d'accord. Vous voyez qu'effectivement, il n'y a pas de théorie là-dessus, il n'y a pas une façon de faire. Et que la complexité pour ceux qui font de l'IFR tous les jours et qui viennent après en tant qu'instructeur faire du VFR, hein, ben là, on n'est pas guidé, quoi, hein. Le contrôleur, lui, va donner des infos et c'est le pilote qui dispose. Donc, quand on nous pose la question, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous voyez, en fonction, nous, il y a des choses qui nous arrangent et d'autres choses qui vont nous déranger. Et ce qui peut nous arranger rapidement peut se transformer en fonction, ben, si effectivement la fréquence est saturée. Et voilà, il faut savoir exactement ce que vous allez faire. Maintenir le secteur, c'est vrai que ça peut être une solution. Mais je rappelle quand même que bon, ben, pour des pilotes aguerris que certains sont, et je vois bien que certains instructeurs l'appliquent, quand on arrive au premier contact initial, la chose à intégrer, c'est la saturation de fréquence et se dire, tiens, il y a un avion là, il y a un avion là, il y a un avion là. C'est pas facile. Quand on est jeune pilote, c'est très difficile à faire ça. Mais quand on commence à avoir de la bouteille, et c'est ce que devraient faire les instructeurs, il y a pas mal d'instructeurs qui disent, OK, c'est un peu trop chargé, on repart en local, on va revenir dans un petit moment. Bon, alors ça marche quand il y a juste un petit moment de saturation, mais parfois, et notamment les week-ends, vous allez voir, pour ceux qui ne connaissent pas des week-ends chargés, à plus de 400 mouvements dans la journée, ça c'est chaud parce que c'est tout le temps chargé, quoi. Voilà. Donc, effectivement, à un moment donné, ceux qui n'ont pas trop l'habitude des fréquences chargées, de parler vite, mais normalement, ce n'est pas votre rôle à parler vite. Ça serait à nous à essayer de réguler davantage. Mais il y a malheureusement beaucoup de trafic. Et c'est vrai que ça peut être handicapant de ne pas avoir la clairance qu'on attendait au moment où on l'attendait, parce que ben, la fréquence est saturée, quoi. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour éviter les situations dangereuses liées à cette saturation de fréquence qui est récurrente chez nous, moi j'invite, comme tu le disais, José, en préambule, les pilotes à appeler le plus tôt possible quand ils sont en retour vers le terrain pour qu'on ait l'opportunité de les maintenir en secteur local éloigné pour éviter d'engorger les secteurs sud-ouest, le secteur début de vente arrière, que ce soit en 0,5 ou en 23, et qu'on fasse quasiment de la pré-régulation avant même de réguler à l'entrée de la RMZ. C'est malheureusement, enfin, c'est comme ça qu'il faut qu'on le joue au maximum sur les week-ends très chargés et sur les journées chargées en général. Ça veut dire que tu recommandes d'appeler combien de temps avant, Vincent?
Le plus tôt possible. 5 minutes. Moi, j'ai conscience que l'espace aérien parisien est d'une complexité incroyable. Donc, vous aurez, en fonction de vos secteurs d'arrivée, très probablement un contact avec un autre secteur, un SIV avec Chevreuse ou je ne sais pas en fonction de votre secteur d'arrivée avec Pontoise. Dès que vous en avez l'opportunité, déjà, écoutez la fréquence et quitte à nous contacter en nous disant que vous êtes à 8 minutes. Je préférerais toujours avoir quelqu'un qui m'indique qu'il est à 8 ou 10 minutes, quitte à lui dire rappelez-moi à 5 minutes, plutôt qu'avoir quelqu'un qui déboule à 2-3 minutes, qui sont toujours des 2-3 minutes plus ou moins aléatoires. Est-ce qu'on parle de l'incinérateur? Est-ce qu'on parle du terrain? C'est bien estimé. Voilà, on ne sait jamais trop en réalité à quelle distance vous êtes du terrain, alors qu'en prenant le plus tôt possible, on pourra vous éviter de vous agglutiner à des endroits qui sont bien connus à Chavenay, tels que l'incinérateur ou le plein nord avec dans le goulot d'étranglement des sorties Saint-Cyr au nord. Après, on parlait de trajectoire cohérente, c'est-à-dire que quand vous arrivez, parce que bon, il y a des QFU qui sont difficiles à Chavenay, le problème est là, quand vous êtes en 10, qu'il faut aller chercher le début de vente arrière piste 10, vous voyez bien que ça reste assez dangereux parce que on a parfois des gens qui se remontent la branche vente arrière parce qu'ils ne vont pas assez loin au nord pour aller chercher les 30 secondes du début de vente arrière 10. Bon, un vertical serait presque l'idéal et lorsqu'on a des avions extérieurs, des non basés, ça reste des QFU très difficiles. Donc en fait, pour vous et notamment pour les instructeurs, ce genre d'intégration dans les circuits avec différents pistes en service, notamment la 10 ici, c'est vrai que ça nécessite certains automatismes malgré tout. Il faut vous entraîner à voir à peu près ce que ça fait, ces fameux 30 secondes, parce qu'il y en a certains, quand on a instauré ça, moi quand je suis arrivé, ça n'existait pas, hein. C'est à force de voir que les gens, ils arrivaient un peu n'importe où et n'importe comment, on leur disait, rappelez vente arrière, c'est pas bon, il nous faut au moins ces 30 secondes de réaction, et le fait que vous nous appeliez en contact initial au moins à 5 minutes, voilà, ça nous donne le temps nous, en ce moment, on n'a qu'un Gogno. Quand on aura le radar d'ici la fin de l'année, ça nous permettra de vous voir arriver et d'être sûr que vous arrivez dans ce secteur. Mais parfois, lorsqu'on fait des recopies radar, on s'aperçoit que les gens arrivent au nord, qu'ils finalement, ils recoupent toute la plaine de Versailles, ils refont toute la partie ouest pour aller de nouveau au sud. En fait, il faut que vous ayez déjà une trajectoire qui soit la moins... qui amène directement sur le point d'entrée en début de vente arrière. Bon, sauf là, on me parlait tout à l'heure d'étape de base 0,5. Voilà, si vous la demandez, en plus si c'est vous qui êtes demandeur, on va faire le maximum et effectivement, comme le disait Vincent, vous restez dans le secteur pour que ça soit le moins gênant et puis qu'on puisse vous intégrer le plus rapidement possible, quand c'est possible. Quand ce n'est pas possible, le contrôleur vous dira qu'il faut remonter et vous donner les instructions qui vont bien pour essayer. Mais ça, c'est pareil. Combien de fois on dit aux gens, OK, bon, vous remontez, vous rappelez, et les gens, ils ne regardent pas en l'air, ils regardent un peu leur navigation, ils ne regardent pas les gens dans le circuit, ce qui fait que lorsqu'on veut après accélérer en disant, vous voyez l'avion en finale, là, l'avion en vente arrière, pour essayer d'intégrer entre deux avions, mais là, c'est trop tard, quoi. Donc, du coup, ça finit toujours, ça fait plusieurs messages et ça finit toujours par une intégration, rappelée à 30 secondes du début de vente arrière, parce que ça compte. Quand il y a du monde, parfois, essayer d'accélérer n'est pas forcément l'idéal. C'est souvent quand il y a beaucoup de monde, c'est que tout le monde fasse les mêmes circuits pour que ça fasse le petit train-train. Mais quand il y a trop de monde en VFR, c'est pareil. Nous, on essaye de limiter après les basses hauteurs, les exercices. Il y a certains instructeurs qui continuent à donner. Quand il y a trop de monde, il y a des exercices qui ne passent plus, quoi. Voilà, quoi. Donc, après, ça reste du bon sens, quoi. Ça reste du bon sens. Oui, bonsoir. Je voudrais m'exprimer. Bonsoir, c'est Richard. Vous m'entendez? Oui, Richard, vous entendez? Ok. Bon, il y a quelque temps, il m'est arrivé une fois ou deux et j'ai trouvé ça, c'était quand même bien. C'était exactement dans la configuration d'une approche 0,5 en semi-direct main gauche. Et au dernier moment, ça a capouillé parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et vous m'avez demandé, alors je ne sais pas qui, mais on m'a demandé. Oui, on est tous pareils, c'est la tour. Non, on m'a demandé. J'y suis allé, enfin, en même temps, ça c'est bon,
des fois, ça va tellement vite qu'on ne sait plus qui a commencé. Et en fait, je me suis reporté vertical 1500 pieds de l'installation. Et ça a permis à tout le monde de souffler. Et ben voilà quoi. Est-ce que c'est jouable ou pas ça? Est-ce que ça vous arrange? C'est pas que ça soit jouable, c'est que le contrôleur peut vous le demander, mais ne le faites pas sans autorisation, quoi. Parce que la verticale, elle peut être prise à 1500 pieds, à 2000 pieds par un encadrement, elle peut être prise pour un exercice et il peut y avoir de la voltige verticale, quoi. Donc, c'est toujours pareil. Là, déjà, vous rentrez dans la RMZ, donc c'est le contact radio obligatoire et il faut savoir exactement ce que vous faites, quoi. Donc là, quand vous allez arriver, à partir du moment où vous êtes dans la circulation d'aérodrome, vous faites partie des avions contrôlés et cette partie que vous prenez à votre initiative, elle peut être un effet de surprise pour le contrôleur et c'est pas bon, quoi. Voilà. Après, je vous en ai parlé bien avant que vous m'en parliez, de la verticale, ça reste une solution. C'est une solution intéressante. Utilisent, hein. C'est une solution intéressante plutôt que de repartir faire une balade dans le secteur local. On est 1500 pieds au-dessus du terrain et là, on peut attendre tranquillement. Ça permet de souffler à tout le monde et après, on réencadre derrière. Oui, mais on ne peut pas faire ça à tout le monde. Hein. Quand non, vous avez, ça, je comprends bien. Quand vous avez une vingtaine d'appareils dehors, l'objectif, ce n'est pas de faire passer tout le monde par la verticale, quoi. Donc, c'est vrai que ça reste une solution. Vous voyez, ça fait partie des solutions, effectivement. Mais ça ne raccourcit pas le temps d'intégration et ça ne raccourcit pas. Voilà. Mais ça permet de souffler pour tout le monde. Tout à fait d'accord. Et d'autant plus que n'hésitez pas à la demander. De toute façon, comme tout d'ailleurs, hein. N'hésitez pas à demander quoi que ce soit, puisque c'est Vincent, excusez-moi, qui s'exprime le contrôleur. N'hésitez pas à demander quoi que ce soit, parce que si on ne peut pas, on ne vous l'autorisera pas. Si ça ne nous arrange pas dans notre séquence, dans notre projection de séquence, on ne vous l'autorisera pas. Toutefois, encore une fois, comme on est à votre service, si vous demandez quelque chose et que ça ne nous pose pas de soucis, on vous approuvera. Si vous vous sentez plus à l'aise de ne pas attendre dans le sud-ouest parce que vous imaginez qu'il y a des transits que vous ne voyez pas, que peut-être nous, on ne verra pas. Si ça vous tranquillise de passer par la verticale et que la verticale est disponible, eh bien, on sera là pour vous l'approuver et pour vous faire les informations de trafic si nécessaire, quoi. D'autant plus qu'une fois verticale, le but n'est pas d'en mettre 4 pour les emplacer et faire un stack d'attente comme en CRNA. Par contre, ça nous facilitera régulièrement la tâche pour vous intégrer derrière un appareil au toucher, que vous aurez un visuel généralement facilement et duquel vous serez proche et qu'on pourra vous demander de suivre rapidement. Donc, c'est une idée, si le contrôleur ne l'a pas eu et que vous, ça vous arrange, en effet, n'hésitez pas. D'accord. Je peux prendre la parole? Oui. Oui, c'est Dominique qui parle. Une autre vision du travail qui occupe nos amis contrôleurs et que je respecte énormément. Pour l'info, donc Chervenais, c'est 70 000 mouvements par an. En moyenne, ça fait 200 par jour. Mais il faut savoir que l'année dernière, au mois de mai-juin, on est régulièrement monté au-delà de 500 mouvements par jour. Donc, si vous regardez à peu près ce que ça donne, ça veut dire que nos amis contrôleurs, ils ont quasiment, dans la minute, 5 ou 6 avions à traiter. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais José, tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Non, mais ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure, hein, on a parfois les plus gros problèmes que j'ai eus à Chavenay depuis 20 ans, hein, maintenant. Moi, j'ai quitté l'armée de l'air, je suis un ancien contrôleur militaire, hein. J'étais officier contrôleur dans l'armée de l'air. Ça a été mon poste de reconversion ici, à Chavenay. J'ai découvert l'aviation générale ici. Et donc, je peux vous assurer que j'ai vu des incidents, j'ai vu des accidents, même mortels, et sur la piste notamment. Donc, je suis très sensibilisé à du fort trafic, hein. Moi, j'ai fait Salon de Provence, j'ai fait Tours. J'ai fait des postes où il y avait beaucoup de trafic, mais on pouvait réguler et on avait des moyens de réguler. Nous, ici, c'est du VFR. On partage la responsabilité jusqu'à l'entrée de piste et après le décollage avec le pilote. La seule responsabilité que nous avons en tant que contrôleur, c'est la séparation sur piste. Partout ailleurs, c'est vous, en tant que pilote, qui assurez la séparation avec les autres appareils grâce à l'information de trafic, et non pas de vol, de trafic,
que le contrôleur va vous donner. Alors, je ne sais pas si vous faites la différence entre l'information de trafic et l'information de vol. Pour vous, de toute façon, quand on va vous faire une information, elle est peut-être pas, vous ne faites pas la différence, mais pour nous, elle est essentielle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous serez en dehors de la RMZ, où il y a des gens qui ne sont pas tenus de nous appeler, l'information de vol, c'est que moi, je vais vous annoncer un avion à droite, qui me paraît, moi, le plus gênant pour vous, sauf qu'il y a un avion sur la gauche qui va vous frôler, mais qui ne m'a jamais appelé, que je ne vois pas. Donc, du coup, c'est ça l'information de vol, c'est-à-dire je vais vous faire une info sur un avion que j'ai en contact, mais pas sur les autres parce que je ne les ai pas en contact. Par contre, l'info de trafic dans la RMZ, ça va être une info parce que j'ai tous les avions en contact. Et qu'a priori, je vais être capable, moi, en tant que contrôleur, de vous dire quel est l'avion le plus gênant. Mais chaque fois, ça va être à vous de prendre, au moins, avec la mania avion, d'assurer la séparation ou de ressortir des circuits si vous n'y arrivez pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par contre, là où c'est hyper important, au vu du nombre de personnes que l'on a, du nombre d'avions que l'on a dans le circuit, c'est qu'il ne faut pas, quoi qu'il arrive, pénétrer dans le circuit, même à la verticale, sans autorisation. Par contre, vous demandez ce que vous voulez, on essaiera dans la mesure du possible mais en fonction du trafic, malheureusement, bien souvent, nous les premiers, alors qu'on vous a proposé une étape de base, alors qu'on vous a proposé une verticale, alors quand c'est saturé, et on essaye de faire au mieux pour essayer de fluidifier au moment où ça commence à saturer, mais on n'a pas de solution miracle. C'est aussi par la rigueur de la phraséologie de chacun, par la rigueur du respect des circuits, parce que si chacun commence à faire n'importe quoi dans le circuit, ou quand on demande à intégrer début de vente arrière ou étape de base, les gens arrivent par n'importe quel, et qu'on est surpris par la trajectoire et qu'on est obligé de faire des infos de trafic qui n'étaient pas prévues, ou carrément faire diverger les appareils en faisant des ordres d'évitement, ça devient le BINS le plus complet, quoi. Donc effectivement, à partir du moment où chacun connaît les circuits, qui se prépare à intégrer le mieux possible avec des vitesses adaptées, pour nous, même lorsqu'il y a du trafic, ça restera plus fluide. Ça, c'est sûr. Que vous ayez déjà connaissance que vous pouvez rester dans un secteur, mais qu'à un moment donné, le contrôleur ne pourra pas vous répondre. Donc là, c'est à vous après de juger ce qui est le plus opportun pour vous en faisant un circuit d'attente dans les alentours pour que vous puissiez vous remettre en situation pour intégrer de nouveau dès que vous avez le contact. Voilà. Mais si tant que vous n'avez pas de clairance, vous ne rentrez pas dans le circuit. C'est malheureusement ce qui nous crée le plus de problèmes parce que du coup, ça nous demande une attention particulière pour régler ce conflit que l'on n'attendait pas. On est déjà saturé. Donc là, on est surchargé à partir du moment où on a ce genre de problème. Et donc là, on crée d'autres problèmes à côté, soit des problèmes en finale, parce que du coup, on n'a pas le temps, on est pris et on ne s'aperçoit pas qu'il y a des avions qui doivent remettre les gaz parce que la piste est occupée, ou alors qu'on fait remettre les gaz sur un autre appareil parce qu'on est en train de surveiller une intégration. Donc ça, c'est la complexité à Chavenay, quoi. Ça, c'est le gros problème parce qu'effectivement, le contrôleur, puis moi, j'ai que 2 contrôleurs en poste, hein. En semaine, j'ai que 2 contrôleurs. J'ai réussi, quand je suis arrivé, à avoir un 3e et la fréquence sol. Parce que, pour info, en 2000, on n'avait pas la fréquence sol, hein. Il n'y avait que la fréquence tour. Donc, je ne vous dis pas le taux d'occupation de fréquence. Voilà. Bon, malheureusement, je ne l'ai pas obtenu en semaine parce qu'il aurait fallu 2 contrôleurs de plus. Et sur ce type de terrain, malheureusement, on ne met pas beaucoup de contrôleurs. Et en ce moment, encore moins. Donc, voilà. Ce qui est sûr, c'est que c'est la rigueur côté pilote et la rigueur côté contrôleur qui va permettre de fluidifier le trafic. Et j'en revenais aux grosses difficultés que l'on a, c'est souvent avec des professionnels. Je me souviendrai toujours un commandant de 777 qui est venu de notre terrain et préparer sa mission parfaitement pour faire une approche stabilisée avec son élève, sauf qu'il avait préparé la 23 et qu'on était en 28. Quand il arrive, il rappelle à 30 secondes, on le fait intégrer pour la 28. Il arrive en 28, il est numéro 4. Heureusement qu'on avait un basse-hauteur. Le basse-hauteur qui était numéro 2 entre les 2 autres appareils qui étaient en étape de base. L'appareil extérieur arrivait, lui, en fin de finale. Et il s'intègre en fin de finale
en finale 23, alors qu'on était en 28. Et c'est le gars en étape de base qui nous dit, faites gaffe, vous avez un appareil en finale 23. Tout le reste était enfilé sur la 28, dont un appareil en finale 28 aussi, quoi. Donc, et ce commandant de bord de 777, totalement confondu, ne comprenant pas pourquoi il en était arrivé là, parce qu'effectivement, la responsabilité du commandant de bord à ce moment-là, nous, chez l'aviation légère, vous êtes responsable de la conduite de votre vol quasiment en permanence jusqu'en finale, quoi. C'est lorsque le contrôleur va vous autoriser à vous poser que là, finalement, vous n'avez plus que la responsabilité de poser l'avion, quoi. Mais tout le reste avant, c'est vous qui assurez la séparation, c'est vous qui assurez la conduite, quoi. C'est un peu la grosse différence qu'il y a avec l'IFR, quoi. Et c'est vrai que dans nos circuits saturés, il faut être sans arrêt, concentré et écouter la radio, suivre sa machine. C'est pas donné à tout le monde, quoi. C'est pas facile, même pour des pros, quoi. Parce qu'il y a des fois, c'est très, très chargé. Juste d'abord, encore une fois, merci. Je crois que c'est très, très clair. Le message est bien passé. Ce que je propose, leur tourne, ça fait déjà une heure. C'est que, si vous en êtes d'accord, je voudrais juste rajouter deux petits mots. Je voudrais. Alors, très, très vite, parce que je voudrais. Très rapidement, et tu verras que ça va faire le lien avec Dominique, à qui on va passer la parole après. Deux choses, le respect des altitudes, pour moi, c'est quelque chose de primordial. Ceux qui ont volé avec moi, ils le savent. Le respect des altitudes, pourquoi? Parce que quand on est sur un circuit de piste, on va chercher l'avion sur la trajectoire et on va chercher l'avion sur l'altitude. Donc, on a automatiquement le regard qui va aller se poser là où on peut s'attendre à voir l'avion. Quand le contrôleur vous dit vous êtes numéro 2, un avion en fin de vente arrière, que vous êtes en début de vente arrière, c'est aussi important de lui dire numéro 2, visuel, je rappelle final. Il sait que vous avez le visuel avec cet avion et pour lui, ça lui libère du potentiel pour gérer un autre cas. C'est à vous à aussi travailler pour le contrôleur. Ça, c'est très important. Ils aiment bien qu'on leur dise visuel ou pas visuel, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des précautions et qu'ils vont pouvoir faire de la régulation, ou que vous allez pouvoir faire de la régulation derrière tout ça. Ça, c'est très important. Et donc, sur le circuit de piste, j'y tiens, vous le savez tous, ceux qui ont volé avec moi, c'est un respect très strict, à savoir notamment sur la 28, où on fait le circuit, on descend sur le bosquet et on laisse le bosquet légèrement à sa gauche. Voilà. C'est pas la peine d'aller faire des circuits qui vont chercher les vergers de la Ranchière ou de la Ranchère, voilà, c'est ça, et puis aller suivre la route et revenir pour se faire une très longue finale sur la 28, parce qu'on devient conflictuel avec les gens qui respectent le circuit. Donc ça, c'est très important, c'est le respect des circuits, et tu vois que là, la transition est toute faite, puisque c'est Dominique qui va nous expliquer, à qui je passe la parole maintenant, qui va nous expliquer un peu tout ça. Merci Xavier, merci. Et écoutez, d'abord je dirais bienvenue à Cap Ouest, parce que c'est toujours plaisant d'avoir une structure de plus sur la plateforme. Et je dirais aussi merci à José pour le temps et à Vincent pour les explications données, parce que je crois qu'elles représentent vraiment la complexité de notre situation. Donc José et Vincent vous ont expliqué la situation compliquée en l'air. Moi, je vais vous parler de la situation compliquée au sol. L'audace. L'audace, qu'est-ce que c'est? L'audace est née dans les années 85 parce que certains riverains ont fait un procès à un aéroclub à l'époque. Donc, je vous la fais courte. En finale, les aéroclubs ont décidé de se réunir et de se fédérer. Ça a créé l'audace. Il y a eu procès et le procès a été gagné par l'audace. Donc sur une défense qui sera plus tard l'arrêté Cartigny. Alors je laisserai Patrick vous expliquer ce que c'est l'arrêté Cartigny. Et l'arrêté Cartigny, en gros, enfin je vais le dire quand même, en gros il dit arrivera un habitant à partir du moment où il vient s'installer après l'existence connue d'une nuisance, le riverain est responsable de son acte. Voilà. Alors, cela dit, c'est pas parce qu'on a la loi avec nous
qu'on peut faire n'importe quoi. Hélas, Chavenay, il est coincé entre sept communes. Ça représente à peu près 75 000 habitants. Et il y a deux communes qui sont particulières, c'est Saint-Nom-la-Bretèche et Feucherolles. Saint-Nom-la-Bretèche, c'est la première commune de France par le revenu moyen de ses habitants. Qui est aux alentours. Mais je dis ça, j'ai entendu quelqu'un sourire. Je dis ça parce que ça veut dire quand on a des gens qui gagnent en moyenne plus de 10 000 euros par mois, en général, ils ont un carnet d'adresses bien rempli. Et la conséquence de ça, c'est que vous pouvez avoir le préfet, les renseignements généraux qui vous appellent un samedi à dimanche à 20h, 21h pour vous dire, il paraît que ceci, il paraît que cela. Bon, c'est la vie. Voilà. Cela dit, je pense qu'aujourd'hui, enfin je pense pas, j'en suis même sûr, Chavenay est quelque part une exception dans la mesure où nous avons de très bonnes relations avec les élus et les riverains. C'est pas toujours facile, ça bagarre souvent, vous voyez pas tout, mais quand je vous dis qu'on est une exception, c'est parce que surtout en ces périodes qui suivent de Covid, et on est tous à avoir envie de voler et on peut pas. Donc, il peut encore se passer ce qui s'est passé l'année dernière avec au mois de mai et au mois de juin plus de 500 vols par jour. Et ça conduit aux situations qu'expliquaient José et Vincent. Voilà, donc alors pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce que ça vous donne un petit peu une idée de l'environnement dans lequel vous êtes. Et ma foi, notre rôle à nous, Audace, alors quand je dis nous, c'est parce que je suis pas tout seul, il y a 4 personnes avec moi qui sont au bureau, on déploie une certaine énergie pour présenter l'aérodrome et surtout tous les efforts qu'on fait pour s'intégrer dans l'environnement. Alors s'intégrer dans l'environnement, ça veut dire quoi? C'est en gros dire que quand une commune a la faveur, la chance d'avoir un aérodrome sur son territoire, c'est un pôle économique. Il faut que vous sachiez tous que les structures associatives comme les vôtres, c'est quasiment 50% du vivier de professionnels du métier de l'aérien. Et ça, c'est un message que je vous demande de relayer. C'est pas une aviation de loisir, c'est une aviation légère. C'est parce que c'est une aviation. José et Vincent le diront, même si nous faisons ça pour nos loisirs, on le dira pas trop fort, on respecte les mêmes règles que les professionnels. Ça, parce que ma foi, l'air c'est le même pour tout le monde et s'il y a des règles différentes pour les uns et pour les autres, ça va pas bien se passer. Donc voilà, avec tout ça, donc on a quand même de bonnes relations parce qu'on fait venir les élèves de 3e pour leur ouvrir les portes des hangars et leur montrer tous les métiers qui sont cachés derrière un avion, parce qu'une fois par an, alors je dis ça avec le Covid, c'est un petit peu différent. Mais une fois par an, on fait ce qu'on appelle un café croissant où on invite les élus, les autorités locales, les associations à prendre un café et partager des croissants et discuter de choses autres que les problèmes. Voilà, donc moi, c'est le rôle de l'Audace. Donc vraiment développer cette politique d'intégration dans l'environnement. Alors c'est sûr que à l'Audace, on se sent d'autant plus fort qu'on a des pilotes qui sont respectueux des consignes et notamment celles dont parlait José tout à l'heure. Voilà, donc j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est plus vous serez rigoureux dans votre travail, et je parle bien d'un travail parce que c'est une charge et pour vous pilotes et pour les contrôleurs, plus vous serez rigoureux dans votre travail, plus notre espérance de vie sera grande. Voilà, je dirais pas beaucoup plus que ça. S'il y a des questions, j'y répondrai avec plaisir. Mais je vais juste rappeler les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure. L'année dernière, au mois de mai-juin, c'était quasiment 700 mouvements par jour. Alors même si vous prenez une journée de 10-12 heures, ça fait quand même ça fait près de 60 mouvements à l'heure, ça fait 1 toutes les minutes. Voilà, donc ça veut dire que ce dont parlait José et Vincent tout à l'heure, c'est vraiment
déterminant pour tout le monde. Voilà, Patrick, je te rends la parole. Merci de cette initiative. Elle est très intéressante, très riche. Et voilà, donc je suis ouvert à toutes vos questions. Merci Dominique. Je ne vais pas surenchérir et Xavier va compléter. Sans doute, il faut savoir, et ça c'est l'avocat qui parle et pourra aussi compléter, les actions effectivement contre le terrain sont de plus en plus nombreuses. Effectivement, en théorie, un riverain qui achète une maison autour d'un aéroport ou d'un aérodrome ne peut pas agir, mais dans la réalité, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et l'imagination de nos confrères est sans limite, je confirme. Et si vous voulez, au-delà de toutes les arguties juridiques et toutes les armes que le droit peut nous offrir à nous, utilisateurs, la meilleure arme, c'est la prévention. C'est-à-dire, c'est pas de gagner un procès, c'est de ne pas avoir de procès. Et pour ne pas avoir de procès, effectivement, c'est très très clair, j'enfonce des portes ouvertes, mais plus on sera respectueux des gens qui sont autour de nous, les riverains, que nous, c'est une passion, pour eux, c'est une nuisance. Donc il faut bien avoir conscience de cet écart qui est gigantesque. Voilà, vraiment c'est sur nous que porte le travail de respecter tous les gens qui sont autour de Chavenay, peu importe de savoir si ils sont arrivés après ou avant, c'est pas la question. La question c'est qu'il y a des règles qui sont très précises, qui sont des règles d'ailleurs qui sont d'abord les règles de l'air, qui consistent à ne pas survoler des zones habitées, de faire attention, voilà. Et plus on sera conscient de ça et plus on fera des efforts, moins on sera ennuyé ensuite par des riverains parce qu'on ne leur a pas fourni des armes pour venir ensuite, parfois à juste titre, il faut bien le dire, nous chercher les noises. Vous avez tous suivi la polémique avec Poitiers. Aujourd'hui, malheureusement, l'aviation n'a pas excellente presse parce que on vient de dire que c'est un loisir de riches, de mâles blancs de 50 ans, etc., que ça consomme, que effectivement c'est des rejets de CO2, que ça n'a pas d'utilité sociale, enfin tout ça vous l'avez entendu, etc. Voilà, il faut pas prêter le flanc. Voilà, je vais juste. Ouais. Et pour renforcer ce que vient de dire Patrick, non, c'est pas un loisir de riche. Personnellement, je construis un avion, je vais finir mon avion, il m'aura coûté 12 000 euros. Voilà. Et étalé sur 10 ans, c'est pas un loisir de riche. C'est une activité passionnée d'abord. C'est perçu comme ça. La mairesse de Poitiers, elle a visé le fait que c'était un loisir de riche. Je me suis contenté de reprendre ses propos. Oui, non, non, je n'étais pas inquiet venant de ta part, Patrick. Non, pas du tout, pas du tout. Mais comme tu le disais, le mieux, c'est quand même de ne pas avoir de procès. Et on y travaille. Et juste pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'on a dans le tuyau et qui n'a pas encore débarqué, mais ce sont potentiellement des problèmes qui arrivent. Depuis 2019, on a un plan d'exposition au bruit qui devrait nous protéger. Et le maire de Saint-Nom-la-Bretèche, pour 20 maisons impactées, a usé de sa position pour bloquer le processus. Donc ça va faire 2 ans qu'on a une disposition européenne qui s'appelle un plan d'exposition au bruit. En gros, le plan d'exposition au bruit, ça impose aux municipalités l'obligation d'avertir les riverains, qu'ils soient acheteurs ou locataires, de l'existence d'un aérodrome. Et ça figure dans les actes notariés. Donc ce plan est bloqué depuis 2 ans à cause de Saint-Nom-la-Bretèche. Saint-Nom-la-Bretèche, vous voyez où c'est? C'est dans l'axe de la 10 et de la 5, là. Voilà. Donc, quand on vous dit qu'il faut tourner avant le virage, avant le rond-point de Saint-Nom, il faut vraiment tourner avant le rond-point. Ensuite, on a un deuxième problème, c'est Villepreux qui a construit, je ne sais pas, mais à peu près 200 logements qui sont vraiment sur la frontière de l'aérodrome. C'est pas encore habité, mais dans l'année qui va venir, on va avoir 200 riverains de plus, 200 foyers de plus.
je ne sais pas comment ils vont réagir. J'ai une réunion de prévue prochainement avec le maire de Villepreux pour engager une action sur l'idée de proposer à ces nouveaux riverains une découverte de l'aérodrome, les inviter à venir sur place et je compterai à ce moment-là, je compterai sur vous pour leur montrer ce que c'est un avion et dans quelles conditions on travaille. Et le troisième point, vous le savez peut-être, mais de l'autre côté, il y a le domaine de Grignon. Le domaine de Grignon, c'est 12 000 mètres carrés de château et 350 hectares de forêt qui sont vendus par l'État. Et aujourd'hui, c'est la bataille des promoteurs pour récupérer ce potentiel. Voilà, donc ça vous donne vraiment le contexte géolocal dans lequel on est, quoi. Merci Patrick. Donc, effectivement, respect scrupuleux, comme le disait Xavier, du tour de piste. On a la chance en plus, quand même, d'avoir des tours de piste et des finales en particulier qui ne survolent pas des zones habitées. Pas directement. Aujourd'hui, j'étais à Nancy Essai, et on fait la Nancy Essai sur la 03, on fait la finale sur une zone habitée. On n'a pas le choix. C'est la zone habitée, elle s'arrête à 100 mètres ou 50 mètres de l'entrée du seuil de piste. Donc, c'est vrai que profitons-en. Soyons rigoureux, comme disait Xavier. Et j'ai pas de doute que vous allez y arriver. Ok. Surtout que, excusez-moi, si en plus, c'est pas au sujet du respect des circuits de piste, si en plus un éventuel écart du circuit de piste est lié au fait que le commandant de bord, des fois, a des problématiques pour réguler derrière l'avion qu'il est en train de suivre pour raison de vitesse ou X ou Y, n'hésitez pas, encore une fois, à le signaler au contrôleur. Au lieu de prendre l'initiative de sortir du trait, annoncez-nous votre problème et nous, on trouvera une solution. Parce que vous imaginez peut-être pas comment vous en sortir, mais nous, c'est notre métier d'être là pour vous donner une alternative et quoi qu'il arrive, votre préoccupation sera traitée en premier puisqu'on est à la frontière avec la situation d'urgence. Et vous ne serez pas blâmé pour ça. Il ne manquerait plus que ça. Voilà, merci. Mais répète-le, Vincent. Mais ça a l'air d'une rigolade. Mais je pense que le monde de l'aviation, c'est le premier à avoir autorisé le droit à l'erreur. Et ça, il faut le dire. Parce qu'on n'est pas là-haut. Quand on est là-haut, le temps passe très, très vite. Et une erreur, c'est pas forcément une faute. On est bien d'accord. Et puis des fois... Pardon. Vas-y, Vincent, vas-y. Non, surtout il peut y avoir l'erreur, mais qu'il y a des fois, même avec la bonne volonté des deux commandants de bord qui se suivent et se précèdent, les machines font qu'elles ont des paramètres de vol qui ne sont pas compatibles au moment donné. Bon, on est dans une situation qu'il faut gérer. Au lieu de prendre l'initiative de sortir du trait, contactez-nous, essayez de nous en faire part le plus rapidement possible. Il y a 5-6 variantes qu'on peut toujours vous proposer et qui permettront d'allier le respect des riverains et la sécurité aérienne. Alors, je confirme ce qui vient d'être dit à l'instant. Vincent le sait, parce que plusieurs fois, on a eu affaire tous les deux à des situations un peu chaudes. Je ne sais pas si tu te souviens, Vincent. Elle a été très chaude, celle-là. Mais effectivement, j'allais dire, vous pouvez proposer une alternative. Typiquement, vous avez quelqu'un qui est beaucoup plus lent que vous devant, vous pouvez proposer de déborder, de rallonger la vente arrière, de faire un début de PTS, etc. Mais vous ne le faites pas de votre propre initiative. Vous pouvez le proposer et c'est le contrôleur qui valide en fonction du trafic que vous avez forcément derrière et qui est plus ou moins près et vous ne savez pas ce qu'il va faire et s'il a la même vitesse que vous. En ULM, on a un gros avantage et un gros inconvénient. Gros avantage, c'est qu'on est capable de réguler. On a une tessiture, moi j'appelle ça la tessiture comme en harmonie en musique. On a une tessiture qui est quand même relativement importante puisqu'on peut se promener sur une vente arrière à 160 comme se trimballer à 80. Donc, nous, on est capable de réguler. La problématique, l'inconvénient, c'est que quand on va s'approcher, qu'on va être en finale ou en courte finale, on va avoir des vitesses qui vont être très basses. Et donc là, on peut devenir une gêne par rapport à l'avion derrière.
Ça, c'est une chose. Donc, il faut en avoir conscience. Il faut vraiment spatialiser son trafic. Ça aide le contrôleur et ça aide votre action. Et ensuite, quand on se pose et qu'on fait un complet, il faut chercher à dégager le plus rapidement possible la piste et non pas aller en bout de bande et tranquillement se prendre son temps, etc. Comme il y a certains avions, et on les connaît tous, qui font ça. On n'est pas là pour porter l'opprobre, mais ces gars qui vont jusqu'au bout de bande et qui sortent, prendre leur temps, etc., pénalisent tout le trafic et condensent tout le trafic. On est en train de se stacker. Ce qui fait que globalement, un avion qui prend son temps sur la piste et qui ne sort pas rapidement, eh bien, ça impacte deux avions qui vont faire des remises de gaz. Le premier qui est derrière, ensuite l'autre qui se pose, et celui qui est derrière, il va refaire une remise de gaz. Quasiment, tu m'arrêtes si je me trompe, Vincent, mais c'est à peu près ça. Un avion qui prend son temps sur la piste, c'est deux avions qui font une remise de gaz. Alors, je vais confirmer et pondérer en même temps ce que tu viens de dire. Confirmer parce que, en effet, plus vous progresserez et plus il sera judicieux d'avoir une oreille qui est à l'écoute de la circulation globale pour avoir une idée de se faire une image mentale à peu près cohérente de ce qui est en train de se passer. Toutefois, la piste, quand vous décollez, quand vous vous posez, elle est à vous. Si on vous l'a autorisée, elle est sanctuarisée pour vous. C'est comme disait José tout à l'heure, c'est le seul endroit où nous, cage autour de votre avion, quand vous êtes entre les deux seuils de piste, c'est notre métier, c'est notre mission numéro 1 que de nous assurer que personne ne va se poser sur vous ou décoller en même temps que vous êtes en train de vous poser. Tu t'en souviens. Donc, en effet, ça vaut le coup de ne pas prendre 10 ans sur la piste à faire un roulage lent une fois que votre vitesse est maîtrisée. Si vous avez besoin de toute la bande pour maîtriser votre vitesse, prenez toute la bande. Il y en a beaucoup, évidemment, de gens qui sont acharnés depuis des années, qui sont à l'aise, qui vont dégager rapidement, qui vont faire des dégagements un petit peu rapides parce qu'ils ont l'expérience qui leur permet de le faire et qui connaissent, qui sont bien habitués. D'autant plus que vous êtes un nouvel aéroclub, donc avec des usagers qui n'ont pas encore d'habitude à chavener. Prenez la piste. Ah, on a perdu Xavier. Si on fait remettre les gaz, on fait notre métier. Parfait. Écoutez, il est 21h50. Je vous propose donc de bientôt terminer cette réunion qui a été très intéressante, voire passionnante et surtout très instructive. Est-ce que pour les 3 dernières minutes ou 5 dernières minutes, est-ce que les uns et les autres, vous auriez des questions sur la seule partie qu'on n'a pas abordée, qui est la mise en route et le roulage? Ou est-ce qu'éventuellement nos amis de la tour ont des points particuliers sur lesquels ils veulent nous alerter sur ces deux aspects-là? Tu as quelqu'un qui a levé la main. Oui, Jean-François Rebourg, j'ai une question. Je me pose souvent la question lorsque je me pose sur les pistes, lorsqu'on sort à la croisée des pistes, on nous demande de libérer la piste au plus vite. Est-ce que de se stocker ponctuellement sur la piste qui n'est pas en service est autorisé ou alors il faut traverser cette piste avant de rappeler? Non, il n'y a aucun problème. Vous êtes sur la piste. Ouais. Ah, tu veux répondre, José? Vas-y. Non, vas-y, je te compléterai s'il y en a besoin, mais vas-y. Entendu. Vous vous posez, vous décollez sur la piste en service. Donc, l'autre piste n'est pas en service. Elle est utilisée comme un taxiway. Vous dégagez comme si c'était une bretelle publiée sur la carte VAC. Vous n'ayez aucune réticence à dégager sur ce que vous considérez être une autre piste, de fait, mais elle n'est pas en service. Très clair, merci. Je compléterai que réglementairement, certes, on a la chance d'avoir des pistes larges et la possibilité, les taxiways sont parallèles. En revanche, quand vous faites ça sur la piste, il faut que vous ayez connaissance il faut l'annoncer. C'est bien. Parce que là, vous posez la question, c'est qu'à un moment donné, vous vous dites, tiens, j'aurais pu prendre le taxiway ou... soit c'est parce que vous faites avoir au niveau de la vitesse et que vous n'avez pas contrôlé et que vous utilisez la piste, parce qu'au vu de ce que l'on voit et de la largeur de nos pistes et de la largeur de nos taxiways, il n'y a normalement pas de raison d'utiliser à la croisée l'autre piste. On est d'accord là-dessus?
Bon, si, mais comme Donc, bretelle de dégagement. en cas d'urgence, moi, je ne vois pas d'inconvénient, mais vous l'annoncez. Par contre, vous ne roulez pas. Moi, j'ai vu des avions qui sortaient à la croisée et qui allaient, notamment chez vous. C'est comme si vous allez jusqu'au point d'attente après pour rentrer chez vous, quoi, et que vous remontiez alors qu'on est en 0,5 et que vous remontiez la 28 pour aller. Bon, parce que nous, en fait, c'est pas que je sois contre, mais la piste qui n'est pas utilisée, elle est quand même en service. Enfin, elle n'est pas en service, mais elle peut être utilisée. Voilà, exactement, c'est ça. C'est-à-dire que n'importe qui, à tout moment, même en panne radio ou avec un problème, peut utiliser et vous êtes sur une piste. Un taxiway, c'est un taxiway. Une piste, ça reste une piste. Donc, réglementairement, vous n'avez pas à remonter une piste sans autorisation. On a vu des avions décoller en 5 et se poser en 10. Voilà. Alors, ce qui est sûr, c'est que ça, c'est une norme européenne. Ça s'appelle EAPRI, European Action Plan Runway Incursion. Et donc là, c'est clair, net et précis. Et là, moi, j'ai dû faire une étude de sécurité justement pour que vous ne changiez pas de fréquence sans arrêt le week-end. Parce que normalement, on n'utilise une piste que sur la fréquence tour, même lorsqu'elle n'est pas en service. Ce qui implique effectivement tout un tas de contraintes pour nous, les contrôleurs. Et effectivement, il faut qu'on sache à tout moment si les pistes, même celle qui n'est pas en service, est utilisée ou pas. Elle peut être utilisée à tout moment et en urgence. Donc, si vous le faites, confirmez que vous le faites et au pire, demandez l'autorisation. Surtout à Chavenay, c'est tellement flagrant qu'il n'y a pas, je ne sais pas quel est, quand vous avez posé la question, est-ce que vous êtes confronté à ce problème parce que vous êtes sorti trop vite ou est-ce que là, ou est-ce que vous posez la question en permanence? On arrive en milieu de piste et au moment où on sort, on est à la croisée de l'autre piste. Donc, d'identifier tout de suite où est le taxiway. Enfin voilà, moi je me suis amené à poser des questions en disant je rejoins d'abord le taxiway ou j'ai dégagé ma piste, mais je suis sur l'autre piste. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, vous êtes sur l'autre piste, mais vous êtes surtout sur le taxiway encore. Parce que dès que vous sortez à la croisée, vous êtes sur le... Bon, si vous posez en 28, dès que vous sortez sur la gauche à la croisée, vous êtes sur le taxiway Bravo. Donc, à partir du moment où vous êtes sur le taxiway Bravo, vous continuez sur le taxiway Bravo et vous rentrez donc à Cap-Ouest par le taxiway Bravo. On est en 0,5, vous sortez, vous empruntez une partie de la croisée avec le taxiway Alpha pour reprendre le taxiway Bravo et vous rentrez comme ça. Il n'est pas envisageable d'utiliser systématiquement la piste 10-28. J'ai pas dit ça. Hein. Non, je comprends très bien. Ce que je veux dire, c'est que si un jour vous êtes amené à le faire, pour une raison X, Y, annoncez-le, quoi. Voilà. Il y a une chose sur laquelle j'insiste beaucoup parce que je l'ai vécu personnellement. Une piste, quelle qu'elle soit, est utilisable. Le contrôleur peut avoir les yeux ailleurs. Il peut y avoir une panne moteur, le mec va gérer sa panne moteur, la radio, c'est le dernier des cadets. On gère d'abord la panne moteur, on pilote l'avion. Donc il peut revenir sur la piste sans prévenir qui que ce soit pour s'y poser. Personnellement, j'ai eu je ne sais pas si tu te souviens, José, j'ai eu une panne moteur en fin novembre traversier 05. J'ai déclaré un panne, j'ai eu le temps de pouvoir le faire, etc. Et je suis revenu me poser en 10. Non, tout à fait. La procédure ici, enfin, la procédure qu'on utilise, l'avantage d'avoir des pistes croisées, c'est ce que j'annonce à tous mes contrôleurs en formation, c'est dès que vous avez le moindre problème, nous, on fait remettre les gaz à tout le monde, on fait faire des circuits blancs et c'est la piste à votre convenance. Par vent calme ou même par vent de travers, vous faites ce que vous voulez. Vous avez les 4 pistes pour vous, quoi. Quel que soit. Et au pire, je dirais, moi j'ai déjà vu ici à Chavenay un givrage décollage de Saint-Cyr posé d'urgence un matin à Chavenay. Le mec, il s'est posé en vol plané, enfin ce qui planait pas beaucoup d'ailleurs, mais il s'est posé face au vent et donc il n'a pas utilisé les pistes. Heureusement, tout était tendu à l'époque et il a pu se poser comme ça. Donc effectivement, la question précise, réglementaire et efficace en matière... Parce que certes, on est là pour vous rendre service, mais vous dire que vous pouvez utiliser si vous en avez besoin, c'est
pas tout à fait dans le sens de la sécurité. Là, une piste ne doit être utilisée que pour l'atterrissage et le décollage. Ça, c'est la règle de base. José, Oui, tu as parlé de en circuit. clair. José, clair. tu as parlé de circuit blanc. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est qu'un circuit blanc, s'il te plaît? Tout à fait. Donc ça, vous risquez de l'entendre. Normalement, vous ne l'entendrez pas comme ça de but en blanc. Et si vous l'entendez de but en blanc, derrière, il y aura une explication du contrôleur. Qu'est-ce que c'est qu'un circuit blanc? Alors, effectivement, c'est une procédure un peu, une phraséologie un peu militaire. On l'utilisait dans l'armée de l'air. Le circuit blanc, c'est en fait un tour de piste où on n'effectue pas d'approche en finale, donc d'approche sur le QFU en service. C'est-à-dire qu'on va faire un tour de piste à 1300 pieds sans effectuer d'approche dans le QFU. Quand est-ce qu'on va s'en servir? On va s'en servir en cas d'accident sur la piste. On va s'en servir pour un changement de QFU. On va s'en servir tout un tas Ça va être un moyen de faire attendre les appareils dans le circuit d'aérodrome sans effectuer d'approche. Le contrôleur va vous dire, pas d'entrée, mais va vous dire directement, OK, vous n'effectuez pas l'approche sur la 23, vous maintenez altitude et rappelez vertical 1300 pieds pour un nouveau circuit. Et il va faire pareil sur tous les appareils, tous les autres appareils et à tous les appareils dans le circuit. Vous faites un circuit blanc. Donc souvent dans la phase EO, ça va être utilisé. Mais malgré tout, on va vous préciser que vous ne faites pas d'approche ou que vous remettez les gaz lorsque vous êtes en finale et que vous rappelez vertical 1300 pieds. Donc c'est souvent utilisé dans les changements de QFU et c'est utilisé malheureusement en cas de crash ou d'incident lorsque la piste est occupée et qu'avant de vous dérouter, on préfère vous avoir à un moment là, vous expliquer ce qui se passe, vous donner les terrains qui sont aux alentours, qui sont peut-être en auto-info, hein, on a tout su, et souvent en auto-info. Saint-Cyr, ils sont complets en ce moment, donc ils n'ont pas beaucoup d'auto-info, mais ça nous permet de savoir où est-ce qu'on va pouvoir vous dérouter s'il y avait besoin. Voilà, donc le circuit blanc, c'est un circuit d'attente qui a la forme du circuit d'aérodrome et vous restez à l'altitude du circuit, soit 1300 pieds. Pour finir, puisqu'on disait qu'il n'y avait que 2 minutes, moi je vous invite, donc s'il y a des nouveaux et que vous ne connaissez pas, donc à relire. Alors vous n'avez peut-être pas beaucoup de bases de données. Tous les 2 ans, je vous ai dit, tous les deux fois par an, pardon. Vous avez une réunion sécurité des vols et c'est surtout le compte-rendu qui est intéressant parce que dans ce compte-rendu, vous avez tous les événements qui se sont passés. Donc, moi, je les fais lire à mes contrôleurs parce qu'en fait, pour nous, c'est une source, ce sont des règles permanents. On retrouve les mêmes problèmes à la même saison. Chaque année, on retrouve les mêmes problèmes. Une fois qu'on a fait 5 ans à Chavenay, on sait où ça va merder. Donc, pour vous, c'est exactement pareil. On sait les points durs, on sait ce qu'il faut préparer et on sait à quoi s'attendre en matière de difficultés et là où ça peut pêcher. Donc moi, je vous invite, alors je sais qu'il y a peut-être Xavier qui l'a connu quand il était chez Bertin, certains se sont fait une banque de données. Si vous n'avez pas cette banque de données, je propose à Xavier de venir chercher de façon informatique, donc vous voyez, ça fait à peu près une vingtaine de comptes rendus. Je viendrai. Et ça vous permet à temps perdu de les relire. Il y a pas mal d'interventions aussi de temps en temps de la DESAC, puisqu'à ces réunions sont invités les chefs, comment on appelle, les pilotes instructeurs de la DESAC, donc qui peuvent répondre à certaines questions. Hein. Donc ces réunions, moi je vous invite à y venir ou au moins à faire venir un interlocuteur, votre chef pilote bien sûr, mais si accompagné toujours d'1 ou 2 pilotes, vous verrez, vous entendrez. L'objectif, c'est pas de montrer du doigt, bien sûr, au contraire, c'est du retour d'expérience et de montrer que on fait un métier où il faut beaucoup d'humilité, aussi bien pour nous les contrôleurs que pour vous les pilotes, parce que surtout que nous, on est là pour vous rendre un service public. Hein, vous avez de la chance d'avoir encore un service public sur ce type de terrain, il faut en profiter. Et vous, en fait, vous faites un métier ou une passion difficile, mais ça reste un métier. Et malgré tout, on est là pour vous aider, quoi. Et il faut faire passer à vos jeunes élèves que nous, on n'est pas là pour vous juger, au contraire. On est là pour essayer de vous aider et que c'est en expliquant les difficultés que vous avez à bord et surtout pas cacher les difficultés que vous avez. On est là pour vous aider, quoi. Dès que vous avez la moindre panne, même si vous êtes perdu, si vous n'avez pas connaissance, si vous semblez que vous avez, vous avez un QDM, vous avez, on sent à la voix, nous, si ça va ou si ça ne va pas. N'hésitez pas à demander de l'aide, on est là pour vous aider.
Voilà, donc ça c'est Je peux poser une primordial. question là? Bien sûr. C'est Richard qui parle, hein, je ne sais pas si vous me voyez. Il y a Moi, je n'ai quelques années, pas ouvert ma caméra de peur que ça. J'ai ouvert ma caméra. Ah, Il y a quelques années, voilà. j'ai connu ça sur un autre terrain. Alors, je voudrais savoir si c'est possible et si ça gênerait. Les jeunes pilotes, on leur proposait de passer une demi-heure ou une heure avec les contrôleurs dans la tour à observer. Et ça, c'est quelque chose qui est phénoménal parce qu'en observant, on apprend beaucoup. Est-ce que c'est jouable ou pas? C'est pas que ce soit jouable, c'est que c'était très fortement recommandé avant le Covid. Donc là, depuis le Covid, j'en ai très peu entendu parler à Chavenay, alors que je l'ai fait sur d'autres terrains, et je trouve ça très très bien parce que en observant, on apprend beaucoup. Oui, mais à Chavenay, c'est ce qu'on fait. Hein. Moi, ça fait 20 ans que je suis là. Moi, comme je vous ai dit, hein, dans l'armée de l'air, c'est ce qu'on faisait. Hein. Donc, quand j'étais à Salon, des promos entières passaient dans la tour et nous, on passait dans l'avion. Alors, donc c'était vice-versa, savoir ce que l'un fait pour savoir ce que l'autre fait aussi. Donc, ça, c'est très important. L'avantage de nous, maintenant, chez les jeunes contrôleurs, c'est qu'ils ont tous, dans la formation ENAC, une formation de pilotage. Ils ont sensiblement l'ancien bébé. Donc, tous les contrôleurs, aujourd'hui, ils sont pilotes, ils sont passés par le CFA. Mais la visite à la tour, ça devrait être une obligation. Oui, c'est ce que je passer pense. Dans les clubs. Donc ça, en ce moment, ce n'est pas possible à cause du Covid, mais il y a encore des instructeurs qui essayent de forcer la porte parce qu'ils avaient l'habitude de venir dire bonjour, ne serait-ce qu'au contrôleur. Mais écouter la fréquence à la tour avec les contrôleurs, passer un petit moment avec les contrôleurs, c'est hyper important. Savoir comment se passe une intégration, comprendre pourquoi il fallait appeler avant. Et ben là, effectivement, on joint le geste à la parole et les gens comprennent mieux ce qui se passe. Ben c'est bien, c'est très bien. Alors. Parfait. Mais là, pas pour l'instant, malheureusement. Non, pas pour l'instant. Mais on est plutôt, et au contraire, hein, même s'il n'y a pas de trafic, venir discuter un petit peu avec les contrôleurs, parce qu'il faut avoir le temps de monter à la tour, préparer l'avion, faire son heure de vol, monter à la tour. Ça fait des journées qui passent, mais il n'y a aucun souci, quoi. On a nos habitués qui montent à la tour, hein, Xavier en fait partie. Il sait très bien qu'on accueille tout le monde. Et je ne comprends pas qu'un instructeur n'ait pas lâché un élève sans qu'il soit monté à la tour. Ça, je dirais que c'est inadmissible de la part d'un instructeur. Ouais. On va garder ça pour le mot de la fin. Je trouve que c'est une excellente initiative et c'est une très agréable invitation. Je suis d'accord. Je voudrais vraiment remercier tout le monde, nos trois invités d'abord, évidemment, d'avoir accepté de jouer le jeu, d'avoir accepté de consacrer presque 1h30 maintenant à débriefer tout ça et à fournir toutes ces explications extrêmement claires et précises. Je pense que la vidéo a été enregistrée. Je pense qu'on va faire un compte-rendu écrit qu'on va diffuser à tous nos membres. Je remercie par ailleurs tous les membres qui ont été présents pour écouter tout ça et je pense que c'est vraiment important et il faudra continuer à répéter tout ça pour que ça devienne des automatismes et que les choses soient très très claires. Moi, je retiens, et ce sera ma conclusion, le mot de la fin, c'est les contrôleurs sont là pour nous aider. On est timide, c'est vrai que souvent on n'ose pas dire qu'on est un peu paumé, qu'on ne sait pas trop bien, que machin. Et je crois que ça, c'est une vraie erreur de notre part pilote, c'est-à-dire pilote, élève pilote breveté, même instructeur parfois. Les contrôleurs sont là pour nous aider et je crois qu'il ne faut jamais oublier ça, il ne faut pas se mettre en danger parce qu'on a été trop timide pour poser une question. Voilà quelle serait ma conclusion au-delà des remerciements une nouvelle fois à tout le monde, aux invités, aux participants. Merci beaucoup, José. Bonsoir, merci à tous. Vincent et tout le monde. C'était super intéressant. Merci à tous. Bonne soirée. Merci à tous. Et à merci. Bonne soirée. À très bientôt. Merci Salut à tous. On ramènera les croissants. Salut à tous et bon vol. Allez, bon vol. Soyez sérieux. Et puis, s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Pas de problème. Salut les gars. Salut. Bon, merci José, merci Dominique, merci Vincent. C'était super sympa. Merci mon petit Eric.